Cette émission vous est proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Bonjour et bienvenue dans City Mag, le magazine qui part à la rencontre des communes de Côte d'Ivoire pour en révéler l'âme, le dynamisme et les visages. Cette semaine, c'est Mans, la cité des 18 montagnes, qui est à l'honneur. Cette ville de l'Ouest ivoirien posée entre relief majestueux, tradition vivace et un élan de développement qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Au programme donc de ce numéro, 4 rubriques et un fil conducteur. Vous faire vivre Mans de l'intérieur. Nous débuterons avec le City Tour qui nous plonge dans une réalité aussi mystérieuse que profonde, celle des sites naturels préservés, pas seulement par des lois, mais aussi par la puissance des croyances ancestrales qui en font des espaces intouchables de génération en génération. Nous poursuivrons avec le City Plus, consacré au travail du centre d'accueil Victor Wally, qui œuvre de manière assez singulière dans le domaine de la santé mentale. Enfin, dans l'interview du City Meet, nous aurons le privilège de rencontrer le maire de Mans, M. Aboubacar Sidiki Fofana, pour un entretien sans détour. Mais avant d'entrer dans le cœur de cette immersion, nous vous proposons une première vue d'ensemble sur Mans, son histoire, sa géographie, son identité, à travers cette présentation de la ville. Mans vous attend, nous vous y emmenons. Construite au fond d'une cuvette entourée d'une chaîne montagneuse de 18 sommets, Mans est un véritable joyau de l'Ouest ivoirien. Située à environ 450 km d'Abidjan, la ville s'étend sur près de 581,8 km² et fait partie du district des montagnes et compte 241 969 habitants. Elle est limitée par Bangolo, au sud par Diokwe, à l'est par Fakobli et à l'ouest par Danadé. Elle est la terre d'origine du peuple Yakuba, également appelé peuple Dan. Le peuple Dan est un peuple venu d'Israël. Ici, communément, on nous appelle Yakuba. Pour mieux savoir que le peuple Dan est d'Israël, il faut mieux connaître le sens de ce que veut dire Yakuba. Dans la culture des Dan, les descendants d'un patriarche répondent au nom du patriarche. C'est-à-dire, je suis Tia. Mes enfants et mes petits-fils sont Tia-Ba. Tia-Ba. Ça veut dire que ces enfants sont de moi. Et donc, le Yakuba, comme on attend, ils sont descendants de Jacob. Le Dan est fils de Jacob. Et donc, les enfants de Dan, je me réfère à la Bible, les enfants de Dan qui sont dans cette région sont les descendants de Jacob. Mais dans la lettre, dans la culture des Dan, la lettre J se prononce mal. Au lieu de dire J, on dit Yi. Donc, du coup, au lieu de dire Jakuba, on dit Yakuba. Les descendants donc de Jacob. C'est dans cette région montagneuse que ce peuple a construit une organisation sociale et développé une culture riche et diversifiée, transmise de génération en génération. Les Yakubas sont notamment réputés pour leurs rites initiatiques et leur spiritualité qui s'expriment à travers la vénération des esprits ainsi que le caractère sacré accordé à la forêt et aux montagnes. Ils sont également célèbres pour leurs masques traditionnels appelés gués et pour leurs danses. Donc le gué, quand le Dan dit gué en langue Dan, ça veut dire corps sans vie. Et quand vous entrez à Mans, vous avez le plaisir de voir un gué. Ça veut dire que vous avez le plaisir de voir un corps sans vie qui danse, qui chante. Ça doit donner de la frisson. Ça doit faire un peu peur en même temps. Alors, dans la culture des Dan, on ne joue pas avec le gué, quelle que soit sa taille, sa forme.
c'est une entité purement sacrée, c'est une divinité, c'est l'intermédiaire des ancêtres et des vivants. C'est lui qui nous transmet ce dont on a besoin. Le gué, dans sa prouesse corps sans vie, peut vous annoncer l'abondance agricole, peut aussi annoncer la chaleur dense. Et il peut même, on peut le solliciter pour bénir une famille. Ici, à moi, c'est une pluralité de danses. La richesse culturelle des dents Yakuba est immense. En termes de danse, il y a le waili, il y a le gono, il y a Kouenkwere, il y a Bile. Les Yakuba sont également reconnus pour leur gastronomie traditionnelle, riche et variée. Les dents consomment le riz à la sauce feuille, les dents consomment manioc à la sauce brillante, les dents consomment le taux. Mans est aussi reconnu pour la beauté de son relief, harmonieusement façonné par la nature et la douceur de son climat. Elle constitue aujourd'hui l'un des porte-étendards du tourisme en Côte d'Ivoire. Ce secteur attire de nombreux visiteurs et stimule plusieurs activités, notamment les services, l'hôtellerie, l'artisanat, tout en contribuant à la création d'emplois. Ici, nous avons eu la chance d'avoir plusieurs sites touristiques. Et c'est ça la particularité de Mans. Le premier site touristique qui demeure comme étant le site phare, c'est la cascade naturelle des Adepleux. Et après la cascade naturelle des Adepleux, nous avons la dent de Mans. Nous avons également la forêt sacrée de Gbepleu, appelée communément la forêt des singes. Nous avons aussi le mont Tompi. Nous avons le village des Tisserands. Nous avons également la montée de la cathédrale qui vous donne une vue parfaite de la ville de Mans. Depuis 2015, la ville est dirigée par le maire Aboubakar Sidiki Fofana, qui a fait de la santé et de l'éducation les priorités de son mandat. Mans constitue également un important centre éducatif du Grand Ouest ivoirien. La ville compte plus de 100 écoles primaires ainsi qu'une vingtaine de collèges et lycées publics et privés. L'Université polytechnique de Mans, construite sur une superficie de 332 hectares, propose des formations en sciences et technologies, en sciences géologiques et minières, ainsi qu'en ingénierie agronomique, forestière et environnementale. En matière de santé, Mans est doté d'un nouveau centre hospitalier régional doté d'une capacité de 110 lits. À Mans, il n'y a pas d'usine. C'est le commerce qui constitue le vrai réseau d'embauche des jeunes. À travers le commerce, les jeunes se réalisent. L'économie de la ville repose également sur l'agriculture et l'agro-industrie. Le café, le cacao, la banane, l'ananas et le palmier à huile constituent les principales filières. La région est également riche en bois et en ressources minières. Le commerce interrégional, notamment avec la Guinée et le Libéria, dynamise les marchés. L'artisanat est aussi un secteur florissant. Tissage, sculpture, ferronnerie et fabrication de perles offrent des débouchés au niveau local et international. Pôle administratif, centre éducatif majeur et moteur économique du Grand Ouest ivoirien, Mans incarne le potentiel et la diversité de la Côte d'Ivoire. Ville d'histoire et de tradition, elle s'impose aujourd'hui comme l'un des pôles incontournables du développement et du tourisme ivoirien. Après cette visite guidée de la sublime cité des 18 montagnes, nous allons creuser un peu plus et vous faire plonger cette fois au cœur de 3 sites naturels sacrés. Nous explorerons la forêt de Gbepleu, le lac de Guianlé et la fameuse cascade de Zadepleu. En plus d'être des atouts écologiques et touristiques, ce sont aussi et surtout des gardiens du lien entre le peuple d'An et ses ancêtres. Dans ce City Tour, voyons comment la spiritualité traditionnelle protège la biodiversité de ces sites. Embarquons pour un voyage entre nature sacrée et biodiversité. Jean-Baptiste Jobert sera notre guide pour cette excursion à la découverte des sites sacrés de la ville de Mans. Premier stop aux abords de la forêt sacrée de Gbepleu à Mans.
Cet îlot forestier d'environ 8 hectares n'est pas qu'un simple espace vert. C'est un lieu chargé d'histoire et de spiritualité. Selon la légende, son caractère sacré remonterait au sacrifice de Manlé, la fille unique du chef Gbé, dont le repos éternel dans la forêt aurait assuré la prospérité du village. C'est après ce sacrifice que des hommes possédant de longues queues de singes s'y sont installés pour veiller sur la tombe de Manlé. Dans cette immense forêt, ces génies protecteurs décident alors de se transformer en singes pour mieux se fondre dans cet environnement. Et concernant la forêt, puisque la fille a été sacrifiée vivante et qu'ils ont délocalisé, et comme la forêt a poussé, ils ont dit que la forêt était maintenant interdite. C'est ce récit fondateur qui explique l'importance culturelle et les interdits stricts qui régissent toujours ce lieu. À Gbé-Pleu, ces singes sacrés sont devenus célèbres. Principalement de la race des cercopithèques de Campbell, aussi appelés mônes de Campbell. Ces primates, dont le poids varie généralement entre 3 et 6 kg, vivent en petits groupes dans cet environnement protégé. Ils sont considérés comme les gardiens de cette forêt interdite aux non-initiés. La gestion de la forêt de Gbé-Pleu et ses singes est en grande partie assurée par la communauté locale qui a fait de ce lieu une étape incontournable du tourisme en Côte d'Ivoire. Chaque jour, les visiteurs peuvent les observer et interagir avec eux en lisière du bosquet en leur offrant des bananes ou du maïs, mais sans pénétrer dans la forêt. Les traditions et le caractère sacré attribué à la forêt ont permis une préservation remarquable de cet écosystème. Depuis 2021, la forêt sacrée de Gbé-Pleu a été officiellement inscrite sur la liste du patrimoine culturel national ivoirien par un décret. Elle illustre parfaitement comment la tradition peut être au service de la biodiversité. Jean Batomé nous conduit ensuite au lac de Guianlé, célèbre pour ses silures sacrées. Ce point d'eau est un lieu de culte et de préservation où, selon les croyances, ces poissons sont l'incarnation des esprits ancestraux et des protecteurs du village. Tia Fernand, gardien du lac, raconte son histoire. Et les parents adorent ici avec les riz rouges et la couleur. Ici, quand vous avez besoin de bénédiction du village, vous partez voir les parents de M. Tia, et puis les parents viennent vers le lac et on fait le rituel. Vous prenez vos bénédictions, partie, avec le rouge et couleur. Et quand vous venez demander la bénédiction, il faudrait que vous venez avec un cœur pur, pas avec mauvaise foi. Ça va retourner contre vous. Ces silures, qui sont reconnaissables par leur taille impressionnante, peuvent parfois atteindre plusieurs dizaines de kilogrammes et vivre jusqu'à 20 ans. Depuis des temps immémoriaux, il est strictement interdit de pêcher ou de consommer ces poissons sous peine de contracter des maladies ou d'attirer le malheur sur la communauté. Les visiteurs sont autorisés à leur offrir du pain sucré et de l'huile, jetés ensuite dans le lac uniquement par les initiés. Et ceux aussi qui ignorent beaucoup, qui disent que ça c'est du poisson, on doit bouffer. Tous ceux qui ont essayé d'en manger, ils ont laissé la terre. Et ça fait 6 personnes qui se sont fait du mal comme ça en essayant à bouffer ces poissons dans le lac. Voici depuis un bout de temps, des siècles, raison pour laquelle les silures sont sacrés. Et les câbles, tous les poissons qui se retrouvent dans l'intérieur de ce lac sont sacrés. Et ils communiquent parce qu'il est le descendant, il est l'héritier des parents. Et c'est que vous voyez les poissons, que vous voyez comme les poissons, s'il y a du malheur qui va venir au village, ces poissons-là passent par un vent ou un rêve pour pouvoir dire aux gens qu'il y a tel malheur qui va venir. Et si c'est fait par une personne qui dormait et puis les cellules ont communiqué dans son sommeil, il décidera de faire des sacrifices pour empêcher le mal qui arrive. Voici l'histoire du lac de Guianlé.
La préservation de ce site repose entièrement sur ces interdits coutumiers qui, en l'absence de classification officielle par l'État, contrairement à la forêt de Beppleux, agissent comme une véritable loi de protection environnementale. Le lac de Guianlé est ainsi un parfait exemple d'écotourisme communautaire. Les visiteurs viennent de loin pour observer ces poissons et font parfois des dons, une pratique qui remplace la pêche et soutient la communauté locale. Notre pérégrination dans la ville de Mans continue toujours avec notre guide Jean Bathomé qui nous emmène maintenant à seulement 3 km du centre-ville de Mans, où se trouve la célèbre grande cascade de Zadépleux. La cascade est réputée pour être la plus grande de Côte d'Ivoire par son développement en escalier sur environ 20 mètres. Mais son caractère unique vient du fait qu'elle s'écoule au cœur d'une zone sacrée. L'eau qui alimente ces chutes provient directement du massif du mont Tonpi, qui culmine à 1223 mètres d'altitude. Cette origine garantit la fraîcheur des piscines naturelles où les visiteurs aiment se baigner. Nous sommes à la cascade, vous voyez la belle cascade. Ici, c'est la plus grande cascade de la région, la première, parce qu'à Mans, on a 10 cascades et puis une rapide. Là, c'est la première et c'est qui a l'histoire. Comme vous le voyez, il y a une piscine au pied qu'on appelle la piscine naturelle des Zadépleux. Là, il y a 2 différentes profondeurs. Ce que vous voyez un peu noir là, c'est un peu profond, 1,75 m en saison pluvieuse. En saison 16, ça va vous faire 1,25 m, ça veut dire que ça diminue de profondeur. Et de l'autre côté, puisque tous ceux qui ne savent pas nager, peuvent aller jusqu'à là. Ça va jusqu'à 0,50 m. Et juste au pied, on a le bassin des enfants qui peut attraper jusqu'au genou. Et la roche que vous voyez faire 75 mètres de haut. Et cette rivière, vous voyez, prend sa source sur le mont Tonpi. C'est sur le avant-dernier sommet de la montagne qu'on appelle le Tonpi que provient la rivière Bord. De là-bas, ici, ça parcourt 25 km et de là, ça va toucher le fleuve Co en vue, dans le quartier qu'on appelle Libreville. La découverte de la cascade, depuis la date de la découverte jusqu'à aujourd'hui, ça fait 102 ans que la cascade a été découverte. Ce site est bien plus qu'une simple merveille naturelle ou une attraction touristique. C'est une zone imprégnée de spiritualité. Chaque année, des sacrifices sont effectués au pied de la chute d'eau par les sages du village, attestant de l'importance spirituelle et coutumière du lieu pour la communauté d'An. La cascade est adossée à la forêt sacrée de Zadépleux, véritable sanctuaire. L'accès y est interdit à toute personne n'étant pas du village. Même les villageois sont soumis à des codes et interdits stricts visant à préserver l'équilibre entre la nature et les vivants. Par exemple, il est interdit d'y couper les arbres sans permission, des règles qui agissent comme de puissants outils de conservation et gérés par la chefferie locale. Elles garantissent que le site reste pur et propice aux cérémonies sacrées. En définitive, l'exploration des sites de Beppleux, Guianlé et Zadépleux dans la région du Tonpi révèle une vérité fondamentale. La sacralité est l'un des plus puissants et des plus anciens mécanismes de conservation de la nature. Voilà donc une belle immersion dans la spiritualité d'An. Merci au guide Jean Bathomé Jobert pour ses explications détaillées et ses histoires fascinantes. Nous poursuivons notre exploration de la cité des 18 montagnes avec les avis des habitants de la ville. Ils nous disent entre autres ce qu'ils aiment à Mans, ce qu'ils souhaiteraient voir s'améliorer et c'est dans l'interview express. À Mans, on vit de façon conviviale. En tout cas, c'est un brassage d'ethnie, si je veux dire. Il y a nos voisins des autres pays qui vivent aussi avec nous. Ce que j'aime, c'est que depuis, en tout cas, ce qu'on a parlé de crise, après tout ce qui s'est passé, en tout cas, Mans renaît de plus belle. On est ensemble. Il n'y a qu'à voir le jour du marché. Vous allez comprendre qu'on est ensemble en harmonie. Voilà, donc c'est ce petit côté-là qui me plaît. La ville est animée. Voilà, la jeunesse est motivée. Il y a de l'amour, il y a de l'engouement. En tout cas, la vie de Mans est au top. À Mans, il n'y a pas de rue. Je vais être clair, je vais être direct, il n'y a pas de rue. Les rues dans les quartiers sont impraticables. Bon, le maire fait ce qu'il peut. Parce que la mairie n'a pas les moyens
pour faire bitumer toutes les rues de la ville de Mans. Le maire fait ce qu'il peut. Et ça, je lui tire mon chapeau. J'aimerais qu'on améliore les rues. Les rues, là. En tout cas, quand on rentre même dans les quartiers, c'est du désastre total. Oui, ça, voilà. On n'a pas la paix concernant les rues. Bon, la nourriture est chère, le marché est cher. Ici à Mans, souvent c'est un peu difficile pour trouver certaines choses. Ici, comme ça, souvent, on appelle manioc comme cela est cher à Mans ici. Banane aussi est cher à Mans ici. Voilà. Avec aussi, bon, si c'est autre chose aussi, huile, poisson, tout ça c'est cher. Par moment, quand il pleut trop, on se plaint. Voilà, on est dans une région où il y a beaucoup de... Les temps de pluie sont abondants. Donc quand la pluie est trop, ça fatigue nos activités. Puisque moi, je suis commerçant, ça nous fatigue un peu. C'est un peu ça. Voilà. Il y a me limiter à là. Sinon, il y a beaucoup de petites choses. Mais c'est le train-train de tout le monde. Voilà. C'est ça. Moi, pour moi, c'est la pluie. Quand il pleut trop, ça nous fatigue un peu. C'est vrai. On a construit les hôpitaux. Mais il faut les équiper. Il faut les équiper. Ce que j'ai déploré un moment, peut-être je crois que maintenant, ils l'ont amélioré. Mon petit-fils était malade. Et on est allé voir, le médecin a dit, si on veut voir un pédiatre, d'aller à Daloa. Ça m'a choqué. Les endroits que je préfère, c'est la cascade de Mans. Et puis, il y a la deuxième cascade à Goba. Moi, c'est une ville touristique. Hein. Déjà, quand on vient à Mans, ce qui frappe, c'est les montagnes. Vous voyez qu'on est à l'extérieur de Mans. On entend beaucoup parler de la cascade, des montagnes, la dent de Mans. En tout cas, à Mans, c'est la fraîcheur, la cascade, tout est naturel. Et puis, on mange ici bien. C'était donc les habitants de Mans qui s'exprimaient à cœur ouvert sur les réalités et aussi les atouts de leur ville. À quelques kilomètres au sud de la ville, dans le village de Trinlay-Diapleux, le centre d'accueil psychiatrique Victor Wally a une manière particulière d'accompagner ses patients venus de toute la Côte d'Ivoire. On vous en dit plus dans le City Plus. Depuis 43 ans, Trinlay-Diapleux, village de la sous-préfecture de Ziogouiné, à Mans, est le théâtre d'une expérience médicale singulière. Dans ce village où vivent environ 1 millier d'âmes, le centre Victor Wally révolutionne la prise en charge psychiatrique. Ouvert sur le village, sans mur, ni enceinte, où les patients sont libres de leurs mouvements, ce lieu atypique a été créé pour soigner des malades atteints de troubles psychiques. Ici, la santé mentale rime avec harmonie communautaire. Loin des murs oppressants et des chaînes. Ce sont à ce jour plus de 8000 malades venus de toute la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'extérieur, qui ont été traités au centre Victor Wally depuis sa création dans les années 80. Parlant de l'histoire du centre, il faut dire que ça a commencé depuis les années 83, lors d'un voyage effectué que nos partenaires ont effectué, c'est que les Blancs, les médecins psychiatres français et l'un des fils du village qui travaillait dans leur structure en France comme cuisinier. Et c'est pendant ce voyage-là qu'ils ont vu des malades mentaux qui erraient dans le village. Et donc, comme ils étaient venus avec des échantillons de médicaments, ils ont pris ces personnes-là en charge. Et puis maintenant, il y a eu une bonne évolution. Donc, au vu des résultats obtenus, la population est allée vers ces personnes-là pour poser ce problème-là. Pour dire, est-ce qu'il n'était pas important de créer une structure de prise en charge des personnes victimes de troubles psychiques? Et donc, c'est en 1993 que la construction d'ici a commencé. Et le centre a été inauguré en 1996. L'histoire du centre est intimement liée à celle du village. Ici, les patients se confondent avec les villageois. La bienveillance des habitants et leur implication dans la prise en charge des patients contribuent à la réussite de ce projet de santé si singulier.
avant l'inauguration en 1996, les malades qui venaient ici pour leur prise en charge étaient logés chez les villageois, des familles d'accueil au sein du village. Et donc, du coup, les gens ils se sont formés au fur et à mesure, au fil du temps. Donc, du coup, la population même est formée dans l'accueil de ces personnes-là. Voilà. Donc, quand il y a des cas de fugue, c'est eux qui vont chercher voilà, nos patients qui sont là. Même les villages qui sont aux alentours, comme Douélé, Zioguiné, en tout cas dans le rayon de 15 km, tous ceux qui savent qu'ils sont au courant de l'existence de ce centre-là sont formés dans la prise en charge de ces personnes-là, surtout dans l'accueil. Le chef que je suis, et avec ma notabilité, souvent nous allons au centre là-bas pour voir les malades. Et vous voyez quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, quand vous venez le voir aujourd'hui, demain, je pense que même malgré que ça ne va pas dans la tête, mais il y a une remarque qui fait ça à votre sujet. Et demain vous venez, vous serez son ami. Souvent même quand ils viennent ici et que nous sommes à table, on partage le repas avec eux. On partage le repas avec eux. Parce qu'ils sont malades, mais c'est les êtres humains comme nous tous. Donc il n'y a pas de raison qu'on les mette à l'écart. Au centre Victor Wally, chaque patient arrive accompagné de membres de sa famille. Leur présence joue un rôle majeur dans le processus de guérison. Au total, une équipe de 16 personnes travaille quotidiennement avec les patients sous la supervision du médecin psychiatre. Le centre compte 25 lits individuels et la durée de prise en charge est généralement de 15 à 21 jours. Concernant l'admission, les gens viennent spontanément. Aussi, il y a des personnes qui apprennent par le biais des parents qui sont passés ici, qui ont eu solution. Parce qu'il y a des parents qui ont traîné dans des localités, dans des camps de prière, et après leur passage ici, voilà, leur enfant ou bien la personne qu'ils ont accompagnée s'est stabilisée. Donc du coup, quand ils retournent dans leur village ou bien dans leur localité, qu'ils voient ces cas de personnes, bon, ils leur disent, allez-y dans tel centre, là-bas, ils font la prise en charge de cette maladie. Épisode psychotique aigu, schizophrénie sévère, état dépressif, bouffée délirante, les troubles traités ici sont parfois très graves, mais trouvent des réponses grâce à un accompagnement spécifique qui commence toujours par le Kwamam, l'un des piliers de l'accompagnement thérapeutique proposé par le centre. Ce matin, nous allons faire la réunion comme d'habitude. Et cette réunion s'appelle le Kwamam. Le Kwamam qui veut dire les nouvelles. Puisque quand les patients arrivent ici, après la première consultation, le matin, on passe au Kwamam. C'est un mot, Yakuba, Kwamam qui veut dire les nouvelles du matin. Et ça nous permet de voir l'évolution de ceux qui sont internés ici. Donc chaque matin, on fait le tour, on demande à tout un chacun comment est-ce que la maladie évolue. Donc c'est le but de cette réunion. Donc nous allons la commencer. Bonjour. Faut parler un peu. Faut pas avoir peur. Bon, depuis que tu es là, comment est-ce que ça va? D'accord? Elle dit qu'elle mange bien depuis qu'elle est arrivée ici. Ça commence à aller, elle mange bien. Milaro. Bonjour. Parlez un peu fort. Comment tu vas? Ça va bien. Ça fait combien de jours que tu es là? On est dans 3 semaines.
Mais est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi est-ce que tu es venu ici? Parce que j'étais malade. Tu étais malade. Quand tu étais malade là, c'est quoi comme maladie? Ça n'allait pas, il y avait Oui, on t'écoute, hein, Milaro. Tu avais quoi? je restais en classe, je ne pouvais pas faire le mouvement. Puis, j'entendais les voix. C'est les voix des hommes ou bien des femmes? Ou bien des oiseaux? C'était les voix des hommes. Et ces voix-là te disaient quoi? Ça m'indiquait de faire quelque chose ou bien de ne pas faire. Mais qu'est-ce que tu avais et puis tu es venu ici? Tu étais malade. Ici, là, dans le centre, là, tu poses à qui? Personne. Moi, tu es méchant. Non, pas méchant. Pourquoi tu ne poses pas les gens qui sont autour de toi? Celui qui envoie son frère qui ne se porte pas bien ici, nous recommandons 2 à 3 personnes auprès de la personne qu'on interne. Là, pour bien la surveillance. Voilà, nous, on surveille, eux aussi, ils nous aident à surveiller ensemble. C'est un travail de groupe. Personnel, accompagnateur et patient, on fait ensemble. Tout ça, c'est dans l'objectif que la personne se retrouve un peu plus vite. Dans ce centre, le traitement va au-delà des médicaments. Le personnel s'appuie sur une sociabilisation active des patients à travers des activités collectives comme des matchs de football ou encore des visites guidées de sites touristiques de la ville pour une guérison naturelle et plus rapide. Les méthodes appliquées ne concernent pas que les patients. Elles incluent aussi la sensibilisation de leurs proches sur les maladies mentales. Le but ultime est de favoriser leur réinsertion à la sortie du centre. On a créé une instance qu'on appelle le Kolokota. Le Kolokota, c'est en langue Yakuba qui veut dire la main dans la main. C'est-à-dire c'est une association qui associe et les malades, et les parents, et l'équipe qui travaille au centre. Donc pendant ces activités-là, il y a des jeux qui s'organisent. La participation des activités-là, ça favorise aussi la guérison du patient. C'est dans ce sens-là qu'on a créé ces activités. C'est de toute la Côte d'Ivoire que les patients viennent se faire soigner à Train-les-Diapleux. Diakité Maï est venue de Gagnoa pour accompagner sa sœur. Depuis 2 semaines, celle-ci est suivie par le centre. Elle témoigne de l'efficacité de la méthode du centre Victor Wally. Bon, à tout le monde, tout le monde a bougé. Mais bi, à quoi fait ça? Bon, il y a un problème ici, ça m'y est. Avec ce qu'il y a barabeka hier. Aujourd'hui, il arrive à faire tout ce qu'il faut comme travail. Au premier là, tu sais qu'il faut que avec là, tu comment me refaire. Tu comment me refaire, tu bouger, avec. Mais bi, flan in fils à la maire. Le médicament était très bon. Donc, quoi ça, nana. Bon, enfin, on m'a dit que gouvernement fait avec ce qu'on démet chocoyam na. Ama da gouvernement fait, enfin, on sait qu'on démet chocoyam na. Qu'à jamais démet. À Train-les-Diapleux, le centre Victor Wally donne une autre image de la maladie mentale. Loin des centres psychiatriques, où les malades sont enfermés et parfois ostracisés, ici, ils sont libres. Mais surtout acceptés et accompagnés par la communauté. C'est tout cet environnement qui participe au processus de guérison. Un dévouement de la part de ce personnel du centre Victor Wally qui force le respect. Nous retenons que le traitement des personnes atteintes de maladies mentales ne tient pas qu'aux médicaments, mais aussi à leur responsabilisation et à leur inclusion dans la vie quotidienne. À présent, cap sur le City Meet. Manifestation de ce jour s'inscrit dans
le processus, en tout cas, d'inauguration de nombreuses infrastructures que nous avons commencé à construire depuis bien longtemps. Nous avons le reprofilage du développement de l'ordre avec Abou Fofana, nous savons. La aussi est attendue à Libreville. Merci au chef, merci à vous pour votre bureau, merci à tout le monde. Merci infiniment. Voilà les clés de ces 3 classes. Je sais, vous nous avez déjà donné à nous tous des conseils quant à son utilisation. Et je ne doute pas que ce sera bien utilisé et que les conditions s'amélioreront. En seconde partie de ce City Meet, nous nous entretenons en aparté avec Monsieur Aboubakar Sidiki Fofana, maire de la commune de Mans. Il partage avec nous sa vision, ses engagements et les grands chantiers qui dessinent le visage du Mans de demain. Bonjour et merci Monsieur le maire de nous recevoir dans cette interview de City Meet. Comment vous allez? Bien, merci Rosie. Et c'est l'honneur pour moi de pouvoir m'adresser à toute la Côte d'Ivoire à travers votre canal. Merci beaucoup pour cette opportunité. Effectivement, à travers cet entretien, nous allons pouvoir en savoir un peu plus sur vous, sur votre parcours, sur votre vision, sur vos actions pour la commune de Mans. Alors, on débute justement avec vous et votre parcours. Quel est-il et qu'avez-vous fait avant d'arriver à la politique? Ben, disons, Mata Holding était une grande ambition pour moi avant d'arriver à la politique. Donc, votre entreprise? Mon entreprise. Et donc, c'était une grande ambition pour moi. Il fallait construire quelque chose d'assez vaste, assez important, qui aurait un impact sur la population. Mais donc, Aboubakar Fofana, jeune de Mans, né à Mans, grandi à Mans, qui a toujours rêvé d'être un entrepreneur et donc qui a fait ses études au Collège catholique Garçon de Mans. Au Collège catholique Garçon de Mans, ça m'a permis quand même d'avoir cette ouverture envers les autres, de comprendre que la diversité est importante dans la réussite. Oui, ensuite, que vous êtes vous-même de confession musulmane. Exactement. Et donc, en passant dans un collège catholique, ça ouvre la tête, ça ouvre l'esprit, et ça permet en tout cas de se dire que c'est dans la diversité qu'on s'enrichit. Et après, j'arrive au lycée technique d'Abidjan où je fais un bac G2. Ensuite, je fais une licence en sciences de gestion à l'université d'Abidjan pour ensuite obtenir la maîtrise des sciences techniques comptables et financières. Et avant donc de commencer à rentrer dans la vie active, je commence ma vie professionnelle chez British American Tobacco. D'accord. Donc dans le tabac. Dans le tabac, dans un programme qui recrutait autour de 4 jeunes sur 1000 candidats. J'ai eu la chance d'être parmi ces 4 jeunes. J'étais à Dakar en 2002, après la crise en Côte d'Ivoire, en fonction donc de directeur financier francophone, des pays francophones du groupe British American Tobacco. Et en 2006, je suis rentré en Côte d'Ivoire à leur demande et sur leur proposition de pouvoir créer mon entreprise et représenter le groupe en Côte d'Ivoire. Voilà donc l'ambition. Et c'est à partir de là qu'elle part cette ambition de Mata Holding, qui devient après un groupe de sociétés
D'accord. Et c'est à partir de ces réalisations que je suis ensuite rentré en politique. D'accord. Sur invitation, en tout cas, des hommes politiques, sur invitation des plus hautes personnalités de ce pays qui m'ont invité, en tout cas, à aller apporter mon expertise à ma ville de naissance, qui est la ville de Mans. Très bien. De belles réalisations, puisque en 2017, vous avez reçu le prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie champion. Avec une telle carrière, pourquoi justement accepter d'entrer en politique et de prendre de telles fonctions? Ben écoutez, je veux dire que se mettre à la disposition de la ville qui vous a vu naître, de la ville que vous aimez tant. Et si on pense qu'on a notre expertise acquise au plan international et au plan national, qu'on peut apporter quelque chose, il faut le faire. C'est plus qu'un devoir pour moi. Et c'est pour ça que quand j'ai été invité à apporter quelque chose à Mans, je n'ai pas hésité. Je me suis lancé et je pense que les résultats sont là. Justement, quelles sont ces compétences d'entrepreneur chevronné qui vous servent aujourd'hui en tant que maire, dans vos fonctions de maire? Moi, les compétences les plus importantes, d'abord, c'est le respect des personnes. Oui. Le respect des personnes. C'était une des valeurs dans mon entreprise et c'est une valeur que je transfère sur le plan politique. Ensuite, il faut beaucoup d'humilité pour réussir en politique. Et aussi dans les affaires, il faut beaucoup d'humilité. Parce que l'humilité permet aussi d'apprendre. L'humilité permet de pouvoir analyser et cerner son environnement. Enfin, je dirais aussi que l'intégrité est une valeur importante, aussi bien dans le monde professionnel que dans le monde politique ou dans la gestion des affaires de la cité. Il faut pouvoir aussi se dire que ce qui est le bien commun doit travailler pour la communauté et non travailler pour l'individu. D'accord. Nous en venons à cette ville natale, cette commune qui vous a vu naître. Quelles sont, selon vous, les 3 forces majeures de Mans? Écoutez, Mans, d'abord, la plus belle ville de Côte d'Ivoire, comme il me plaît à le dire. Il y a à Mans 3 grands secteurs qui sont très dynamiques et qui font la force de Mans. Le premier secteur, c'est le tourisme, qu'il faut encore renforcer, qui n'est pas suffisamment exploité. Ensuite, nous avons le commerce. Vous aurez l'impression qu'à Mans, tout le monde est commerçant. Le commerce, en tout cas, est un secteur qui bouge beaucoup à Mans, qu'il faut aussi encadrer. Le troisième pilier de l'économie manoise, c'est l'agriculture. L'agriculture, aussi bien les produits vivriers que les produits d'exportation tels que le café. D'ailleurs, le café de notre région a été labellisé, le café des montagnes, pour vous dire que à Mans, il n'y a que de bonnes choses et des valeurs qui doivent être partagées avec toute la Côte d'Ivoire, mais aussi avec le monde entier. D'accord. Évidemment, nous allons revenir sur le tourisme. En septembre 2025, Mans a accueilli la célébration nationale de la Journée mondiale du tourisme. Alors, quel projet concret porte la mairie pour dynamiser davantage ce secteur? Vous avez vous-même dit qu'il avait besoin d'être encore dynamisé. Oui, déjà, pour nous, il fallait répertorier les différents sites touristiques, ce qui a été fait. Ensuite, la phase la plus importante pour nous, c'est de pouvoir réhabiliter tous ces sites touristiques. On peut dîner aujourd'hui à la cascade naturelle, alors que ce n'était pas possible il y a quelques années. Donc, il s'agit donc, comme je l'ai dit, de l'identification des sites, de leur réhabilitation et ensuite de compléter l'offre touristique à Mans. Alors, comment la mairie s'y prend-elle? Quelles sont les mesures qui sont prises pour protéger ce cadre qui est magnifique et ces sites qui sont exceptionnels? Ben, je vous donne un exemple. Je vous donne l'exemple de la forêt sacrée de Beupleux, qu'on appelle la forêt des singes, communément appelée la forêt des singes. Ce site, par exemple, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que ce site faisait l'objet de plusieurs agressions. Des populations même avaient vendu des espaces dans ce site. Des gens avaient commencé à s'y installer. Et donc, nous avons pris des mesures, par exemple, donc de délimitation de la forêt. Ensuite, vous avez vu Mans, les montagnes que vous voyez partout à Mans. À l'époque, quand nous étions jeunes, on ne pouvait pas voir les pierres qui composaient ces montagnes à cause de la verdure qu'il y avait. Mais ces forêts ont fait l'objet d'agressions. On a perdu notre verger, notre couvert forestier.
la mairie de Mans a lancé un vaste programme de réhabilitation de ce verger, notamment par le planting d'arbres pour que les couvertures que nous avions à l'époque puissent être là, puissent revenir. On a déjà planté 6 hectares sur les flancs de montagne pour nous aider à préserver ces flancs de montagne. Nous sommes donc dans une action dynamique pour que les sites touristiques soient réhabilités et soient rendus aussi accessibles. On avait une grande discussion, par exemple, sur la cascade naturelle. Est-ce qu'il fallait mettre du bitume ou il fallait mettre un autre matériau qui va toujours garder l'aspect naturel? Donc, on a fait le choix, par exemple, des pavés. Donc, avec la Banque mondiale, notre option est de pouvoir mettre des pavés pour permettre de garder cet aspect touristique. Des pavés, pourquoi pas en granit, vous voyez, qui vont garder ce côté naturel. D'accord. Et vous, personnellement, monsieur le maire, quel est votre site touristique préféré à Mans? Écoutez, en tant qu'enfant de Mans, jeune de Mans, ayant grandi en Mans, né en Mans, écoutez, on a tous été éblouis, séduits par la cascade naturelle des Années Plus. C'est mon préféré. D'accord. Alors, quel est le plus gros challenge que vous rencontrez dans la gestion de cette commune? Et comment vous gérez? Écoutez, le plus gros challenge dans la gestion de la commune de Mans, c'est la gestion du désordre urbain. Il faut être franc sur ce sujet. Il y a un véritable désordre qui s'est installé au centre-ville. Mais ceci s'explique. Il y a une explication. Depuis 1997, quand le marché a pris feu, le marché de Mans n'a pas été reconstruit jusqu'en 2018, jusqu'à ce que nous arrivons à la tête de cette commune. Et donc, vous imaginez, toutes ces années, les populations ont dû exercer leur activité commerciale dans les rues. Je vous ai dit tantôt que le commerce faisait partie des 3 secteurs clés de la ville de Mans. Et donc, les populations, les commerçants ont dû essayer d'exercer leur activité, trouver des endroits pour exercer leur activité. Ces endroits, c'était les routes, les trottoirs, les emprises de voies. Et donc, ça a créé un véritable désordre urbain. On ne peut pas commencer à demander aux gens de quitter les emprises de voies si on ne leur accorde pas une alternative. Et quelles sont les alternatives que nous avons? La construction du grand marché, qui est aujourd'hui achevée à 80%. Donc, je pense que d'ici la fin de cette année, la question de l'achèvement du marché sera finie. Le grand marché sera totalement achevé. Et ça, ce sera déjà une première alternative. La seconde alternative, c'est de construire dans tous les quartiers, la plupart des grands quartiers de Mans. Nous sommes en train de construire des marchés. Ensuite, nous avons des marchés spécialisés qui vont pousser dans les encablures du stade Léon-Robert, pour ceux qui connaissent la ville de Mans, derrière le stade Léon-Robert, de telle sorte que tout le monde puisse avoir un espace. Quand tous ces grands travaux seront achevés, et notre espoir, c'est que cela soit livré, tout ceci soit livré à la fin de l'année, 2027 deviendra l'année du retour à l'ordre urbain. Alors, la construction du grand marché fait partie des gros chantiers, j'imagine. Hein, tout à fait. Vous l'avez dit pour cette année. Quels sont les autres gros chantiers en cours dans la commune actuellement? Actuellement, j'ai lancé, il y a de cela quelques jours, la construction du palais de la culture de Mans. Voilà, donc pour nous, c'est un auditorium de 3000 places, 2000 à 3000 places, avec une salle de cinéma, avec des salles de jeux, avec une photothèque, avec une salle d'enregistrement pour tous les artistes en herbe de Mans, une salle où on pourra, de la photographie en tout cas, avancer, où on pourra même tourner des clips pour les jeunes. Donc, on aura donc ce palais de la culture qui est en construction et dans 18 mois, il sera achevé. Le tourisme est accompagné des valeurs culturelles que nous avons et des sites culturels que nous avons. Il faut donc continuer à les valoriser. Nous avons des Rosine Layo, nous avons des grands artistes qui viennent de chez nous. Il faut leur donner des possibilités de venir s'exprimer vis-à-vis donc des populations. Et ça, il n'y avait pas de cadre pour ça dans Mans. Alors justement, nous allons parler de cette jeunesse. On a quand même une population qui a 75% à moins de 35 ans. Quelles sont les actions que vous menez pour l'insertion de cette jeunesse dans la commune de Mans? Écoutez, chaque année, nous offrons, c'était d'abord 100 permis, nous sommes descendus à 50 permis parce qu'on a décidé de faire chaque année. C'était 100 permis chaque 2 ans, mais on fait chaque année 50 permis de conduire aux jeunes de Mans.
Ensuite, nous sommes en train de mettre en place un fonds de soutien, en tout cas, aux activités génératrices de revenus pour les jeunes. C'est un fonds de 100 millions que nous espérons et que nous escomptons mettre en place pour accompagner la jeunesse demain. Et on travaille intimement avec l'agence emploi jeune pour donner des opportunités de stage, de formation et d'intégration dans le tissu socio-professionnel du pays. D'accord. Donc, de gros chantiers en cours. Exactement. Pas mal d'actions menées au niveau de la mairie. Quelle est la journée type du maire de Mans? Ou du moins, quelle est sa semaine type, peut-être aussi comment ça se déroule? Je préfère parler de semaine type. Oui. Disons, le lundi, en général, d'abord quand j'arrive au bureau, j'ai quelque chose que j'ai institué, qui me vient de mon passé professionnel. Je salue tous les agents, individuellement. Je fais le tour de tous les bureaux, je salue tout le monde individuellement. Ça permet en tout cas de créer le rapprochement et ça valorise en tout cas les personnes. Et donc, après avoir salué tout le monde, je regarde mon bureau. Le lundi, on fait notre réunion de municipalité qui permet de faire le tour des activités, des actions et on partage des informations. Ensuite, le mardi est désigné comme la journée des populations. Donc, le mardi de 9h à X heures, tant qu'il y a des personnes inscrites sur des listes, le maire reçoit la population. Chaque mardi, les populations viennent et s'inscrivent sur des listes dressées à cet effet et le maire reçoit par ordre d'arrivée, chacun exposant ses problèmes qui peuvent être d'autres personnels, qui peuvent être d'autres sociales, qui peuvent être d'autres infrastructurels, qui peuvent être des questions dans leur quartier, des problèmes de gestion. Le maire les reçoit et essaie de régler tous leurs problèmes. Mais il y a beaucoup de problèmes qui sont liés, en tout cas, à des appuis sociaux. Et le maire le fait. Et le mercredi, enfin, c'est la journée terrain pour pouvoir nous assurer de la réalisation des projets. Et le jeudi et le vendredi, évidemment, ça se fait des journaux normaux, qui nous permettent en tout cas donc de rester au bureau, de travailler et d'avancer sur certains dossiers. Voilà comment la semaine se déroule. Très bien, ça nous donne une vue assez claire de comment vous procédez dans la gestion de cette commune. Alors, monsieur le maire, si vous deviez en une phrase résumer votre ambition pour la commune de Mans. D'accord. Je dirais Mans, capitale de l'écotourisme. On a les hommes pour ça, on a les sites pour ça et on a la volonté. Mans, capitale de l'écotourisme à Côte d'Ivoire. Nous lui souhaitons. Merci. Et merci infiniment, monsieur le maire, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de l'interview du City Meet dans notre magazine City Mag. C'est moi qui vous remercie de me donner cette opportunité et bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons au terme de ce numéro de City Mag consacré à Mans, cité des 18 montagnes. 3 sujets, 3 fenêtres ouvertes sur une commune qui a de la profondeur, du caractère et de l'avenir. Et City Mag, c'est ça, aller là où les collectivités ont quelque chose à dire et leur donner la parole. On se retrouve dimanche prochain à 16h sur RTI 1 pour un nouveau numéro de nouvelles histoires, toujours dans City Mag. Cette émission vous a été proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.